Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour un nouveau 18h de Télé Nantes. On reprend progressivement le cours normal de nos émissions, même si ce soir encore nous parlerons des attentats de Paris et parce qu'ils nous touchent tous, que nous soyons grands ou petits. Et ce soir avec notre invitée Sophie Marinopoulos, qui est psychologue, psychanalyste et la fondatrice de l'association nantaise des pâtes au beurre, on verra comment parler des événements survenus vendredi à Paris avec nos enfants. Et puis il viendra nous apporter un petit peu de douceur et de poésie. C'est notre chroniqueur botanique Romaric du Jardin des Plantes qui sera avec nous ce soir et il va nous parler d'un drôle d'oranger qui a beaucoup voyagé. Voilà le programme du 18h de Télé Nantes du 17 novembre qui commence maintenant. Elle nous rejoint sur ce plateau, Sophie Marinopoulos, comme je le disais, psychanalyste et psychologue, fondatrice et directrice de l'association Les Pâtes au beurre qui se trouve dans le centre-ville de Nantes, qui est un peu une association d'aide à la parentalité composée de psychologues, de psychanalystes et de psychomotriciens qui a son lieu d'accueil dans le centre-ville de Nantes. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous puisque normalement vous devriez être même en permanence en ce moment même. J'ai une équipe. Voilà, une équipe qui est sur place puisque vous avez communiqué dès hier sur le fait que votre association avait souhaité augmenter le nombre de ces permanences justement pour accueillir ces parents peut-être désemparés qui ne savent pas trouver les mots pour parler à leurs enfants de ces attentats, du terrorisme, pour aussi répondre à leurs questions. Donc il y a une permanence dès ce soir entre 18h et 20h et également demain, des rendez-vous qui sont gratuits, anonymes, sans rendez-vous. Pourquoi d'abord avoir pris cette décision d'avoir plus de permanence que d'habitude? Parce que les parents sont demandeurs, ils nous téléphonent, ils nous en parlent en consultation. On avait malheureusement la triste expérience de Charlie Hebdo, où on avait déjà fait ces expériences d'ouvrir, de faire des nocturnes pour accueillir les parents, les enfants et les professionnels. Il y avait eu énormément de demandes, énormément de passages. Et puis aussi parce qu'on est un lieu solidaire, c'est un lieu de solidarité, comme bon nombre d'associations, où nous sommes des praticiens de la parole, c'est un lieu où on se parle. Et donc on s'est dit, on parle habituellement aux familles, c'est véritablement nécessaire d'être ensemble ce soir. Alors, dès ce week-end, vous avez reçu déjà des appels, en fait, de gens qui ne savaient pas comment s'y prendre. Voilà, on a des mails aussi, beaucoup. Les parents nous joignent par mail ou par téléphone, soit parce qu'ils sont surpris de l'absence de réaction des enfants, par exemple, ou au contraire, d'excès de description de la part des enfants qui ne correspondent pas forcément à la réalité, ça les trouble. Donc, vous voyez, des questions un petit peu tout venant, comme ça, en se disant, mais est-ce qu'il faut que j'en dise plus? Est-ce qu'il y a des mots interdits? Est-ce que je peux utiliser tout le vocabulaire que nous utilisons entre nous, les adultes, parce qu'après tout, un enfant peut comprendre. Vous voyez, toutes ces questions qu'on se pose les uns et les autres dans la relation à l'enfant. Légitimes, évidemment. Alors, pour commencer, on voulait vous montrer un micro-trottoir qu'on a réalisé hier midi à la sortie de l'école Notre-Dame de Toute Joie, qui est dans le quartier Procès à Nantes, où on a recueilli des paroles de mamans et aussi d'enseignants sur comment parler aux enfants. On regarde, ce sont des propos recueillis par Jean-Michel Naga. La meilleure chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est les rassurer. Les rassurer, leur dire que nous, les parents, on est là pour les protéger et que tant qu'on sera là, il ne leur arrivera rien. Voilà. Vous-même, vous êtes rassurée? Je ne veux pas leur donner l'impression que j'ai peur. Parler de l'événement, c'est sûr, mettre un mot en parlant qu'il y a effectivement des faits très graves. On parle de guerre, donc on ne peut pas ne pas le dire, mais pas trop en dire non plus, plutôt laisser venir. Pour être juste du coup dans la réponse, parce que la demande qu'a l'enfant, en fait, sa compréhension de l'événement, parce qu'on peut submerger d'informations puis finalement pas répondre aux inquiétudes que l'enfant a. C'est encore tout récent, bon là on est tous un peu sonnés, et on essaie surtout d'en parler avec nos grands, parce qu'eux ils sont en âge de réfléchir et ils ont besoin de comprendre ce qui se passe. J'ai le sentiment que c'est pas encore ce qu'ils sont prêts à entendre ou voilà. Ce que je leur ai bien expliqué en revanche, c'est qu'il ne faut pas faire d'amalgame avec les musulmans et leur religion, que ça pour le coup voilà, faut pas mélanger les deux. Moi j'enseigne en petite section, donc du coup je trouve que mes élèves sont trop petits pour qu'on leur explique ce qui s'est vraiment passé, mais on a tenu quand même à observer une minute de silence. Donc les grandes CM2 sont venues avec nous, on a fait une petite ronde, on a allumé une bougie et on a fait une prière pour tous ceux qui étaient partis, tous ceux qui étaient tristes, qui avaient vécu ça.
Donc voilà, pas mal de choses qui sont dites finalement aussi dans ce micro-trottoir par des femmes, Oui. singulièrement. La première qui parlait de rassurer. Est-ce que c'est ça le premier enjeu avec nos enfants, c'est de les rassurer, qu'ils se sentent protégés? Voilà, les enfants attendent beaucoup cette réassurance de la part des parents. Alors, pas forcément les rassurer sur les événements, les rassurer sur est-ce que toi, maman, papa, vous allez bien? Est-ce que vous êtes toujours fort? Est-ce que vous pouvez me protéger? Et c'est la question essentielle des enfants, même quand ils sont grands, c'est-à-dire on va, vous m'en excuserez, je vais faire des petites catégories d'âge un peu rapides, même quand on est en primaire et qu'on est grand et qu'en tous les cas, on veut montrer à quel point on comprend très très bien, bien. Ce dont on a besoin, c'est d'être rassuré sur comment vont mes parents. C'est véritablement les premiers interlocuteurs des enfants, avant ce qui se passe à l'extérieur de la famille. Oui, vous dites que les enfants, en fait, captent l'état émotionnel de leurs parents et finalement sont un peu éponges. Donc, il faut aussi faire attention à ça, à ce qu'on renvoie. Tout à fait. Et les petits le montrent très bien, les enfants d'âge maternel et même avant, même en crèche, ils ne vont pas s'intéresser aux événements, ils vont s'intéresser à ce que provoque l'événement émotionnellement sur son parent. Donc, pendant que vous regardez la télévision, ils vous regardent regarder la télévision. Ils voient comment ça tient. Est-ce que ça tient? C'est pour ça que c'est très important de se rappeler que l'enfant est un interlocuteur à la part entière. Ça ne veut pas dire qu'il faut lui parler comme un adulte. Ce n'est pas un adulte, ce n'est pas un adulte en miniature. Mais lui dire, tu vois, oui, je suis triste, je suis très triste. Tu n'y es pour rien. Ou je suis en colère, extrêmement en colère. Mais ne t'inquiète pas, on en parle avec papa et maman, on en parle avec d'autres adultes. C'est pas à toi de t'occuper de ça et de t'occuper de moi. T'inquiète pas, j'arriverai à faire avec mes larmes. Papa est là. Ou voilà, vous voyez, soutenir sans l'enfant, faire abstraction de notre tristesse ou de notre colère quand même. Et ne pas faire semblant. Si vous faites semblant, si vous ne dites pas ce qui vous envahit, de toute façon, il le sait. Et donc, il va commencer un petit peu à questionner à sa façon. Les enfants, quand ils veulent questionner et qu'ils ne trouvent pas les mots, c'est par les humeurs, par les comportements. Et d'ailleurs, les parents nous disent, il a changé, c'est étrange, voilà. Tout à fait, c'est leur manière d'interpréter le monde qui les entoure et de parler le monde qui les entoure. Alors, on voyait aussi une maman dire faut les laisser venir, faut les écouter, faut les laisser venir. Ça aussi, c'est quelque chose d'important, d'écouter ce que les enfants comprennent des événements, les mots qu'eux ont retenus, la perception qu'ils en ont. C'est très important de partir de leur vocabulaire, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu as entendu. Ils vont vous donner des éléments. Ils vont utiliser un vocabulaire qui leur est propre, ou bien ils vont calquer un vocabulaire. Ils peuvent très bien reprendre les mots attentat, ils peuvent prendre des mots comme ça, mais qu'est-ce que c'est un attentat? Non pas, c'est pas une leçon d'éducation civique, c'est pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont dans la tête quand ils utilisent ce mot-là, pour un petit peu remonter le fil de la pensée et peut-être de soutenir un petit peu quelque chose qui leur fait peur mais qu'on n'a pas immédiatement perçu. Donc, suivre l'enfant, ça serait peut-être un conseil très généraliste de dire ne pas devancer les enfants, ne pas vouloir leur donner un mode de pensée, vous savez, le prêt-à-penser qu'on leur donne. Voilà, c'est comme ça. Ne pas le leur donner, mais les laisser créer justement à partir de ce qu'ils ont perçu. Alors, il y a aussi des enfants qui sont peut-être silencieux, qui n'ont pas de choses à dire, en tout cas pas pour le moment. Qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là qui ne posent pas de questions, qui n'interpellent pas leurs parents forcément? Oui, alors ça me fait penser à des parents qui sont venus aujourd'hui. C'est le petit que je vais avoir dans les 5 ans n'a absolument rien dit pendant tout le week-end. Et l'institutrice faisait référence aux parents en leur disant que c'était leur fils qui avait posé la première question à l'école. Donc, alors, toutes les interprétations sont possibles et on n'a pas de réponse à tout, mais on peut questionner ensemble. Est-ce que cet enfant a su sortir la question de la maison? Il n'a pas voulu préoccuper plus ses parents. En attendant, il avait entendu des choses et il a été vers un adulte en qui il a confiance, à qui il a posé la question. Très bien, il a trouvé un interlocuteur. C'est ça qui est quand même extraordinaire avec les enfants, c'est qu'ils savent parfaitement aussi utiliser. Ils ont un temps de la pensée et cette temporalité, elle leur est propre. Elle est très singulière à chaque enfant. Alors, on peut faire des tranches d'âge, puis après, à l'intérieur de la tranche d'âge, il y a de la singularité. Donc, il ne faut pas bousculer ce temps-là, finalement. Il faut laisser le temps de l'enfant et de la réflexion de l'enfant. Il ne faut pas bousculer ce temps-là. Il ne faut pas vouloir mettre un prêt-à-penser. Il faut laisser l'enfant s'engager dans sa pensée. Et puis, il peut y avoir différentes formes d'expression. On parle aussi du recours au dessin, éventuellement, peut-être pour les plus petits aussi. Plutôt que les mots, peut-être prendre son crayon et exprimer alors, les petits... Alors,
on va dire la maternelle, mais pas seulement. Les primaires utilisent énormément le graphisme. C'est vraiment un mode de communication important pour les enfants dans lequel ils peuvent aussi projeter toute leur vie intime, intérieure. Ils peuvent se représenter ce qu'ils ressentent. C'est beaucoup plus facile pour eux. C'est vrai que c'est un petit peu hors les mots, mais ce sont des mots en même temps, puisqu'on va en parler ensuite. Donc, quand un enfant dessine, bon, ça devient un support. C'est un support extraordinaire, parce que tu veux raconter qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as dessiné. Et là, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'occasion de partager, d'échanger et d'aller vers la logique de l'enfant. Alors, vous avez parlé aussi de l'école, en prenant l'exemple de cet enfant qui n'avait pas parlé à ses parents, mais qui était allé parler à l'instituteur ou l'institutrice. C'est complémentaire, la parole des parents, la parole des instituteurs. Il faut réussir aussi à s'entendre pour se répartir les choses aussi. Tout à fait. Et puis, vous savez, Françoise Dolto nous a dit ça il y a 50 ans, et elle disait bien des choses intéressantes, qu'on n'est pas toujours à même de pouvoir parler à son enfant. Il y a des fois, on ne sait pas trop comment s'y prendre. C'est bien pour ça qu'il y a des professionnels de l'enfance et de la famille. C'est aussi pour ça que j'encourage, et c'est aussi pour ça que les pâtes au beurre, ça existe, en disant, mais attendez, aller rencontrer des psys, c'est pas parce qu'on va pas bien dans sa tête, c'est parce qu'on a besoin d'un temps de pause, d'un moment de dialogue, d'un moment où on peut décrypter ensemble et interpréter la pensée de l'enfant ou du parent qui est dans la relation avec l'enfant. Donc, vous voyez, c'est des moments où on prend le temps de se parler. C'est des moments d'humanisation extrêmement importants, et il n'y en a pas assez dans notre société. On le sait tous, on en souffre. Il n'y a pas assez de dialogue, il n'y a pas assez de temps, d'espace où on peut aller se parler. Alors, les mots sont importants, évidemment, quand on se parle aussi. On a vu dans le reportage parler d'amalgame en matière de religion. Est-ce qu'on peut aussi utiliser ces mots-là avec les enfants? Vous l'avez déjà un petit peu dit, mais est-ce qu'on doit dire ce que c'est que le terrorisme? On doit expliquer ce que ça signifie un attentat? On parle aussi de guerre, d'état d'urgence. Il faut donner du sens à ces mots-là pour les enfants? Alors, on va le faire beaucoup plus aisément avec des collégiens et des lycéens, évidemment, d'autant qu'ils sont dans des relations avec leur père, et ils en parlent et ils débriefent à l'infini. Avec leur père PAIRS, avec oui, leur semblable. Vous faites bien de me reprendre. Oui, avec leur père PAIRS. Donc, du coup, c'est évidemment des enfants, des grands adolescents qui ont des capacités à faire des liens. Il y a un arrière-plan culturel et de pensée qui leur permet vraiment d'avoir un vrai dialogue. Mais avec les enfants primaires, on peut le faire aussi. Personnellement, j'ai plutôt tendance à dire, à partir du moment où on leur a laissé d'abord utiliser ces mots-là et voir ce qu'ils mettent derrière ces mots-là. Et ensuite, bien entendu, l'éducation parentale s'installe, et chaque parent va aller plus ou moins loin dans l'information en fonction de ce qu'il connaît de son enfant, parce qu'il a une connaissance de son enfant et il connaît la maturité de son enfant. Voilà, je dis juste, soyons prudents. Les enfants de primaire aiment bien montrer qu'ils sont très grands. Et puis, il y a quand même encore un tout petit bout qui reste petit. Oui, c'est ça. Ils jouent un peu ceux qui sont forts et grands, mais en fait, ce n'est pas tout à fait le cas. Pas tout à fait. Pas toujours. Pas émotionnellement et affectivement parlant. Alors, pour les plus grands aussi, les ados, peut-être ceux qui sont nés en 2001, mettons, il y a aussi une génération quand même qui commence à être familière de tout ça. Hélas, il y a eu les attentats du 11 septembre 2001. Il y en a eu des nombreux à Madrid, à Londres, aujourd'hui Paris. Est-ce que vous constatez aussi des adolescents qui finalement... Oui, sont familiers de tout ça déjà, en fait. Alors, ils y sont familiers. Ils sont familiers de la violence. Ils entendent beaucoup de choses autour de la violence. Et on n'a pas besoin des attentats pour entendre parler de la violence. Ils en entendent parler malheureusement régulièrement. Je ne pourrais pas dire qu'ils s'y habituent, loin de là. Enfin, comme nous, ils en sont inquiets. Ils ont pris pour habitude de dialoguer sur ces questions-là par les réseaux sociaux. Ça, c'est vrai. C'est une nouvelle génération qui va chercher de l'information, beaucoup, qui ensuite les transfère et qui ensuite partage. Voilà. On voit ces mouvements-là avant de partager à l'école, ce qu'on ne pouvait pas faire autrefois. C'est une génération extrêmement active dans l'échange, mais sur un mode vraiment différent, ce qui n'est pas forcément négatif, loin de là.
En même temps, peut-être prendre garde aussi à la surinformation. Parce voilà, qu'il y a c'est ce vraiment, que on est j'allais vous saturé dire. Alors, d'images. voilà, avec la nécessité, je ne sais pas vous ce week-end, mais il y a un moment, il faut dire à ses proches, ça suffit, on arrête de regarder la télé, parce qu'évidemment, il y a une sidération, il y a quelque chose qu'on ne peut plus quitter, et il faut se faire C'est vrai qu'on était ce week-end happés par les images. Happés, sans exception, et il faut se faire violence pour dire stop, on arrête, on sort, on va faire un tour, on fait quelque chose, on parle d'autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, ça veut juste dire on fait une pause. On s'engage sur autre chose pendant un petit moment. On s'oxygène. On s'oxygène. C'est pour ça, peut-être, je ne sais pas si j'ai le temps de dire quelque chose sur la minute de silence. Mais j'allais y venir, justement. Non, très bien. On l'a vu, des enfants qui ont participé dans les écoles aux minutes de silence, comme aussi il y avait eu des enfants qui l'avaient fait dans les établissements au moment de Charlie Hebdo, qui avaient aussi participé au rassemblement, aux marches. Est-ce que c'est une bonne chose aussi d'associer les enfants à ces moments collectifs-là? Alors, on peut associer les enfants à des moments collectifs. La seule chose, la question de la minute de silence, c'est un fonctionnement d'adulte. Ce n'est pas un fonctionnement d'enfant. Quand vous prenez des tout petits, les enfants de 4-5 ans, rester immobile et se taire, c'est la petite mort. Il n'y a pas plus anxiogène. Donc, on peut proposer autre chose aux enfants. J'étais d'ailleurs ravie de voir que un des conseils que j'avais donné, en tous les cas, je l'ai entendu, donc on est nombreux à avoir ces idées-là, faire une ronde. Voilà. Faire une ronde, c'est-à-dire faire bouger l'enfant, respecter le fait qu'il a quand même besoin d'être en mouvement, mais on peut lui dire, mais tu vois, on fait une ronde sans faire de bruit pour penser très fort à tous les gens qui sont tristes aujourd'hui, etc. Voilà, c'est adapté à cette tranche d'âge. Les enfants plus grands, les primaires, la minute de silence, certes, il y a toujours des enfants qui peuvent tenir une minute de silence, mais encore pour beaucoup d'entre eux, c'est difficile. Nous, on a vu au moment des événements de Charlie Hebdo, on a vu des enfants qui ont été punis parce qu'ils n'avaient pas tenu la minute de silence. Des enfants qui ont été mis dans le bureau du directeur parce qu'ils ne s'étaient pas bien tenus. Des enfants en collège qui ont été collés pendant 3 heures parce qu'ils avaient ri. Voilà, c'est là où on voit qu'un enfant n'est pas un adulte en miniature et qu'on ne peut pas attendre la même chose de lui. Ceci dit, pour les adultes, la minute de silence pourrait être suivie d'un moment de partage. C'est-à-dire, si c'est pour faire la minute de silence devant son ordinateur tout seul, ou si c'est pour faire la minute de silence rassemblée, mais ensuite on court très vite à son poste parce qu'il ne faut pas perdre de temps, ça n'a pas de sens. C'est dénué de sens. Ça n'a pas de sens. Et c'est là où on doit faire des efforts. Vous savez, aujourd'hui, prendre le temps pour être ensemble ou se parler, ça nous demande des efforts. C'est incroyable, mais c'est bien la maladie du siècle. C'est cette difficulté à être en lien. Donc, après organiser un temps en commun où vous avez une demi-heure pour prendre un café, vous parler, prendre du temps, ça pourrait être extrêmement intéressant. Et donc, pareil pour les rassemblements qui peuvent avoir lieu. Il n'y en a pas encore eu beaucoup pour des raisons de sécurité, des rassemblements publics, mais on peut y aller avec les enfants, comme ça avait été le cas pour Charlie. Oui, alors là encore, vous avez vu l'état de panique qu'il y a eu récemment. Oui. C'est vrai que les enfants dans un bain de foule, même si c'est avec derrière une pensée vraiment de rassemblement et d'être ensemble, les enfants ont été mis en situation très, très, très délicate et ils sont les premières victimes parce qu'ils sont plus petits, parce qu'ils ne peuvent pas courir aussi vite, parce qu'ils n'arrivent pas à se dégager d'une foule, enfin, pour des tas de raisons. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas une... Prudence. Moi, je trouve, personnellement. Alors, en tout cas, si vous avez aussi des questions à poser aux praticiens des pâtes au beurre, sachez que la permanence se trouve au 57 rue Charles Moncelet. C'est à Nantes, près du boulevard Guisteau. Il y a un numéro de téléphone qui s'affiche aussi si vous voulez appeler. Il y a des permanences téléphoniques le mardi, le mercredi, le jeudi. Ce soir, donc une permanence entre 18 et 20h. Également demain. Et puis, si vous êtes à Carquefou, il y a aussi des permanences à la Maison de l'Enfance le vendredi, de 16h30 à 18h30 et vous pouvez prendre aussi des rendez-vous à la mairie de Saint-Sébastien. Tout ça étant gratuit, il faut le répéter, ça peut être tout à fait et je voulais utile. vous offrir quelques secondes. Notre communication sur la prévention de la violence que nous venons de lancer. Parler pour ne pas taper. Voilà, vous pourrez retrouver évidemment tout ça à pâte au beurre. Elles sont là, les 4. Merci beaucoup pour ces explications. Merci d'avoir été avec nous. Et tout de suite, on va accueillir Romaric pour sa chronique botanique. Voilà, on accueille Romaric tout de suite qui va nous parler pour ne pas nous taper aussi. Romaric, bonsoir. Bonsoir Anne-Lise. Bienvenue. Bienvenue Anne-Lise aussi.
Merci, je suis là depuis un moment Ah, déjà. d'accord. Ouais, c'est C'est ça. vrai, j'étais avec tes pieds sur la table. Non, ça, faut pas le dire, c'était avant l'antenne. On a une petite musique pour vous accueillir ce soir, pour savoir de quoi qu'on parle. Elle est belle, cette chanson. Un oranger, là où la chanson. Elle est très belle. Oh, puis la première fois que j'ai vu Renaud, c'était en 89 à Saint-Sébastien-sur-Loire. Ah, tout est en tout, vous venez d'en parler. Voilà. Donc on parle d'oranger, comme dans la chanson de Renaud, mais pas n'importe quel oranger. Voilà, ça, on parle d'orange un peu particulière. T'as vu, regardez. Bizarroïde. Il y a des trous dans votre table, il y a des pièges. Bah, c'est aussi qu'elle n'est pas hyper ronde, cette orange. Hein. Elle C'est a un vrai, petit peu des... Elle a un peu une tête de cerveau, en fait. C'est vrai. Hein. Ouais, on dirait un cerveau. Mais mes petits-enfants, enfin mes enfants, Ouais, vous n'êtes pas mes enfants, grand-père encore. virgule, petit. Du coup, l'autre fois, comme ils ont envoyé à flotter, ils disaient tiens, c'est des cerveaux de poisson, parce que près de l'endroit où il y avait de l'eau, du coup, voilà, ça flotte et ça faisait marrant. Et un poisson n'est pas si intelligent que ça. Hein. Enfin, ça rentre pas dans un poisson, ça a priori. Peut-être Mais bon, un c'est requin. mignon. C'est Peut-être un mignon en requin, tout cas. voilà. Donc ça, c'est orange des osages, osages. Osage, ouais, voilà, non pas Osage. trop sage ni Ouais. présage, non, Non. orange des osages. Et du coup, les osages, c'est des Indiens qui traditionnellement, enfin qui en gros vivaient de cueillette et de chasse. Et puis ils s'installaient 6 mois de l'année. Du coup, ils cultivaient les 3 sœurs, dont tu te rappelles bien Ah évidemment. oui, il y avait des haricots, du maïs, et il va Voilà. m'en manquer un évidemment. Et les courges. Et les courges, voilà. Voilà, pas mal, 2 sur 3. J'ai révisé, qu'on peut voir aussi au Grand Bleutrot, tout ça. bien Voilà. Et du coup, ils cultivaient ça. Et puis pendant 6 mois, ils allaient chasser. Pendant 6 mois, ils cultivaient. Et pour chasser, ils faisaient des arcs avec un arbre. Donc l'oranger des osages. À l'époque, ça s'appelait ni d'oranger des osages, sûr. Il est dur, hein. ni Maclura pomifera, qui est le nom actuel. Mais ils appelaient ça bois d'arc, on pense. Et, parce que le bois, c'est pratique pour faire des arcs. Il est assez grand. Il est arqué. Complexe. Peut-être qu'on va voir une image d'un Mais bien d'un sûr. mâle, Donc d'un- là, on est au parc du Grand Bleutrot, Voilà. justement. C'est là où on peut voir cet On a pris un arbre. peu d'air, on est sorti à l'extérieur. Et On du a même coup, pris un peu d'eau puisqu'il pleuvait aujourd'hui au parc du Voilà, Grand c'est Bleutrot. ça. Et donc le Et- voilà, l'oranger. Voilà, donc ça c'est un oranger mâle puisqu'on voit qu'il n'a pas de fruits, hein, même s'il commencera à tomber. Les branches sont arquées et assez grandes. Du coup, ils faisaient des grands arcs quand ils chassaient au sol d'1,80 m de long. Puis sinon, quand ils faisaient du cheval, ils avaient des arcs plus petits. Et on a un sujet vraiment exceptionnel qui est là. Et du coup, il est mâle et on voit rarement des mâles plantés. Habituellement, ce sont des femelles. Et du coup, bref, des Français qui sont venus rencontrer les osages, bon, ils avaient 2-3 idées derrière la tête, hein. Notamment... ils faisaient du commerce avec eux, puis ils se sont installés avec eux pour éviter s'ils n'arrivaient pas à les battre d'un point de vue militaire, et puis ils étaient le long du Mississippi. Alors ils ont plutôt envoyé de beaux jeunes Français fringants, tout ça, qui ont négocié, peut-être qui ont tellement négocié qu'ils se sont mis à se marier avec les Indiennes osages. Et a priori, c'était une colonisation pas trop... ça s'est plutôt bien passé entre eux, à tel point que quand Napoléon a eu la grande idée de vendre un tiers des États-Unis pour 15 millions de francs à l'époque, les Français sont partis et les osages se retrouvaient un peu tout seuls. Et les osages sont venus, enfin certains sont venus en France après j'étais une Un long douzaine. Tu dis ? Après un long périple, Ouais, voilà, ils ont renversé toute leur cargaison de peaux de castor qui était leur seule richesse. Du coup, il y a un Français qui s'appelle Delaunay qui les a récupérés. Puis il s'est dit, je pourrais peut-être me faire un peu d'argent, parce que si je sortais avec eux, ce serait un peu les stars en France. Et du coup, il les a ramenés au Havre. Et là, dans les journaux, pendant 3 mois, c'était l'actualité. Tout le monde ne parlait que d'eux. bêtes Ils de étaient foire, invités. un tous peu, les- quoi. Voilà, on payait pour avoir... Mais par contre, pas dans une cage de zoo. 1 minute. ouais, une 30 Non. même. Et du coup, on payait très cher pour aller les voir. Puis tu sais comment ils sont. Enfin, ils étaient les journalistes. Au bout de 3 mois, tout le monde a tout oublié. Oui, ça n'arrive pas. On a oublié, C'est bon. ça n'arrive plus Ça maintenant du n'arrive tout. plus. Et du coup, plus personne ne s'occupait d'eux, ils n'avaient pas d'argent. Et du coup, il y en a la moitié qui allait voir Lafayette pour qu'il les ramène. Et puis les autres, ils sont allés à Montauban. Ils ont vu l'évêque qui était le même évêque qu'ils avaient avant au Missouri, enfin au Mississippi. Il a demandé aux habitants de Montauban, ils ont donné de l'argent. Et du coup, ils ont pu repartir aux États-Unis. Ils ont raconté l'histoire. L'histoire se raconte encore aujourd'hui. Et du coup, maintenant, 200 ans après, il y a des échanges Montauban-Osages et ils se retrouvent. Ça existe encore. Et voilà. Et là, on voit quand même l'arbre femelle qui donne les fruits, qui Voilà, est aussi au près- Grand Bleutrot. voilà. On voit bien, puisque l'arbre n'a plus beaucoup de feuilles. C'est Voilà, ça. près du Il nous reste jardin quelques naturel. secondes. Donc, on voit ces petites cabanes jardin naturel. Et du coup, Osage, c'est la tribu des Indiens. Et Oranger, c'est parce que quand un botaniste les a repérés, qui s'occupait de l'école d'agriculture de Versailles, 20 secondes, 30, c'est bon. Et du coup, il les a vus, il s'est dit, mais c'est la même famille que le mûrier, qu'est la nourriture des vers à soie. Et du coup, il les a ramenés à la ville d'Orange,
qui était le principal producteur de soie en France. Et du coup, il y en a encore plein dans la nature maintenant autour d'Orange. Et du coup, Sinon, comme c'est c'était plutôt dans Orange, les parcs. Sinon, on le et trouve, sinon, il est plutôt en isolé dans les parcs. Et du coup, comme c'est près de la ville d'Orange, que ça ressemble un peu à une orange, l'un je dans pense que l'autre. c'est là qu'on l'a appelé Orangé. Mais on fera pas un Et jus des d'orange osages. avec ça. Non, il y a du latex blanc. Et Pas par contre, on terrible. va s'en servir pour se peindre. Les Indiens faisaient des peintures de guerre avec. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup Romaric pour cette leçon et merci à vous de nous avoir suivis.